Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire une présentation à deux. Moi, je vais me focaliser plutôt sur les aspects d'observation et d'interprétation de ces observations. Et ensuite, David enchaînera sur la troisième partie, les projections du changement climatique futur. Alors donc, l'essentiel de ce qu'on va présenter est en fait issu de la synthèse qui a été faite au début de l'année 2007, en février 2007, par le GIEC. C'est plutôt évidemment le premier rapport du GIEC sur les bases scientifiques du changement climatique, puisque vous savez qu'il y a un deuxième rapport sur les impacts et un troisième sur les réductions des émissions. Donc on est résolument sur la première partie du rapport du GIEC. Donc peut-être que certaines choses qu'on va dire sont bien connues de la plupart d'entre vous. Mais donc c'est une présentation qui veut aussi essayer de montrer ce qu'il y a quand même de novateur dans ce rapport par rapport au précédent. Qu'est-ce qui sont véritablement les apports importants au moins en tout cas sur les aspects qu'on a retenus ici. Alors donc je vais commencer par les observations du changement climatique. En montrant une série de courbes que vous connaissez peut-être déjà, elle est passée dans le film d'Al Gore en particulier. Donc c'est une reconstitution qui a été faite beaucoup par des équipes françaises et du laboratoire de glaciologie de Grenoble et du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Gif-sur-Yvette. Donc c'est le résultat de l'interprétation de données de carottage glaciaire avec d'une part des rapports isotopiques ici du deutérium qui est un indicateur de la température sur une période de 650 000 ans, l'actuelle étant ici à droite de la figure, et sur la même période, des analyses des bulles d'air emprisonnées dans les carottes de glace, qui indiquent les concentrations à la fois de CO2 ici en rouge, de protoxyde d'azote et de méthane ici en bleu. Et rajouter, parce que ça ce n'est pas le résultat des observations directes des carottages, rajouter là-dessus les valeurs des observations sur le XXe siècle, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle pour ce qui concerne les mesures dans l'atmosphère, des concentrations des mêmes gaz, donc qui permet de mettre en rapport ce qui a été observé dans les bulles d'air emprisonnées dans la glace et ce qui est observé actuellement. Pour le CO2 par exemple, on est à quelque chose comme 382 parties par million, alors que les valeurs n'ont pas dépassé 300 parties par million sur les 650 000 ans qui ont été reconstruites ici. Alors ce que l'on constate sur ces courbes, c'est évidemment la mise en rapport entre des périodes qui sont plutôt plus chaudes et des périodes avec des fortes concentrations du gaz carbonique, du protoxyde d'azote et du méthane, qui sont, comme vous le savez, des gaz à effet de serre, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc on voit aussi que des périodes chaudes, on en a observé à un intervalle relativement régulier d'une centaine de milliers d'années, qui correspondent donc à l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Alors si l'écart ici en concentration de deutérium signifie un écart en température d'une dizaine de degrés sur le site de mesure, de Vostok, où a été pris ce carottage, ça représente à l'échelle planétaire 4 à 7 degrés de différence. Dernière évaluation qui est dans le rapport du GIEC, on disait 4 à 6 avant, c'est plutôt 4 à 7, c'est lié aux incertitudes des reconstructions d'une température moyenne planétaire avec pratiquement pas d'observation, donc c'est en fait de la simulation paléoclimatique, mais ça donne un ordre de grandeur de l'écart de la température moyenne planétaire entre ces périodes interglaciaires comme celles qu'on connaît aujourd'hui et les périodes glaciaires comme le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Donc c'est un ordre de grandeur à garder en tête quand on parlera après des changements climatiques futurs, là aussi à l'échelle planétaire. Alors, évidemment, de la comparaison de ces courbes-là, on ne peut pas en tirer, évidemment, d'informations sur l'impact de la concentration des gaz sur le climat. Et on ne peut évidemment pas en tirer de conclusions sur la relation qui existe entre le changement climatique récent que l'on va voir tout à l'heure et l'augmentation aussi récente des concentrations qu'on voit déjà sur ces figures-là.
tout ce que cela indique, c'est qu'il y a une corrélation. Donc cela indique que peut-être effectivement il y a une relation de cause à effet. On en sait plus depuis des analyses qui ont été faites relativement récemment, qui montrent d'abord qu'il y a d'abord eu, par exemple dans une période de réchauffement comme ici, il y a d'abord eu variation climatique avant que l'on commence à constater une augmentation de la concentration du gaz carbonique. Il y a un décalage de quelques siècles. Donc ça maintenant, disons qu'il y a quand même plusieurs études qui convergent dans ce sens-là. Donc c'est plutôt, l'évolution de la concentration a plutôt suivi l'évolution climatique. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'évolution de la concentration des gaz n'a pas d'impact sur le climat. On pense que la moitié, je n'aurais pas dû faire ça, on pense que la moitié de l'évolution de la température est explicable par l'évolution de la concentration des gaz comme réponse du climat à la variation de la concentration des gaz à effet de serre. Donc il y a un facteur en fait, d'amplification des variations climatiques qui est lié à la variation de la concentration des gaz, mais la cause première de l'évolution de la concentration des gaz, c'est l'évolution du climat, et la cause première de l'évolution de la température, on va le voir tout à l'heure, ce sont les paramètres astronomiques. Alors si on fait un zoom sur la période des 1300 dernières années, ce sont des courbes qui sont extraites du dernier rapport du GIEC. Voilà donc l'image que l'on a. Alors ici, elle est un peu brouillée, cette image, parce qu'on a une reconstitution qui a été faite par différents groupes de recherche. Il y a une douzaine de courbes qui sont superposées là. Mais en même temps, c'est intéressant de présenter cette superposition de courbes parce que ça répond un peu à une polémique qui s'était déclenchée à l'issue du précédent rapport, du troisième rapport du GIEC, autour de la fameuse courbe dite en crosse de Hawkey, qui était une courbe qui montrait l'évolution de la température sur les derniers 1000 ans. C'est une de ces courbes-là qui part d'ici et qui ensuite a une évolution brusque au XXe siècle et donc la forme effectivement d'une crosse de Hawkey. Alors donc il a été dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur les détails, mais les méthodes étaient contestées, en tout cas les méthodes de reconstruction, qui sont forcément ici à partir d'indicateurs paléoclimatiques et pas directement à partir d'observations. Et donc des cernes d'arbres, des mesures dans des puits de mines, des carottages dans des glaciers continentaux. Et les méthodes sont tellement multiples et les données elles-mêmes que, justement, vous le voyez, il y a une forte incertitude dans les reconstructions et une grande variabilité de résultats dans les différents groupes, et qui montre que finalement la courbe de crosse de Hawkey n'est pas en soi contredite, mais tout de même, on constate qu'il y a une variabilité qu'on ne soupçonnait pas alors, à l'échelle centennale, comme le montre une des courbes, je ne sais plus laquelle c'est, mais la courbe de Mobley par exemple, qui a été publiée en 2005. Et donc que l'évolution évidemment n'a pas été simplement une évolution continue vers le refroidissement, mais avec un réchauffement brutal au XXe, mais ça a été plus complexe que cela. Mais ça ne change quand même pas l'image que l'on a de l'ensemble des courbes avec une période relativement chaude, qu'on appelle l'optimum du Moyen-Âge, une période relativement fraîche, froide, qu'on appelait le petit âge glaciaire, entre le 15e et le 19e siècle, mais qui n'est pas une période continue pour autant. Il y a des périodes au 18e qui ont été relativement plus chaudes. Et donc, ensuite, une accélération au 20e siècle du réchauffement. C'est la courbe qui est ici en noir. Là, au contraire, ce ne sont pas des reconstructions, mais ce sont des observations directement à partir des stations météorologiques de mesures de bateaux, de mesures de bouées pour la fin de la période. Et dans tous les cas, je ne l'ai pas dit, mais on reconstruit la température moyenne de l'hémisphère nord. Donc cette courbe-là est plus précise, même si elle a une certaine aussi incertitude. Et ce qui a fait dire au GIEC que très vraisemblablement, cette période-là de 50 ans, les 50 dernières années du XXe siècle, était très vraisemblablement la plus chaude des 1300 dernières années. Alors, on va faire un zoom justement sur cette période-là, enfin même un peu plus, sur les 150 dernières années, où on retrouve l'évolution de la température qui est déduite des observations. Donc c'est cette courbe qui est ici en haut, avec les valeurs annuelles qui sont reproduites ici par les petits cercles, et l'incertitude dont je parlais sur les reconstructions de la température moyenne. Par rapport à la précédente, il y a quand même une différence. Ici, ce sont les températures moyennes globales à l'échelle de l'ensemble de la planète, alors que tout à l'heure, c'était uniquement l'hémisphère nord.
Et donc on voit qu'évidemment il y a une incertitude qui est représentée ici par cette petite plage de couleurs et qui est due au fait que évidemment l'échantillonnage des observations n'est pas parfait. Certaines régions sont très peu observées. Il y a des incertitudes qui sont liées au mode de mesure qui a évolué au fil du temps, en particulier les mesures océaniques. Donc des tas de facteurs qui font que, évidemment, on ne connaît pas la température de manière absolument précise, mais suffisamment malgré tout pour évaluer une tendance qui est de 0,4 à 0,8 degrés sur le XXe siècle et qui maintenant a été précisée sur les 100 dernières années, c'est 0,74 degrés, entre 0,6 et 0,9 plutôt, donc compte tenu de l'incertitude, sur les 100 dernières années par rapport à aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a tout de même aussi une accélération de ce réchauffement séculaire. Et puis on voit l'augmentation du niveau de la mer. Ici, il y a d'excellents spécialistes, donc je ne vais pas donner beaucoup de détails. Avec là aussi, semble-t-il, une accélération sur la fin de la période, mais que justement, si on en croit les spécialistes, il faut se garder d'attribuer à un impact anthropique direct. Ça peut être aussi encore sur des périodes de temps relativement courte, puisque ça correspond à la période d'observation satellitaire. On me reprendra sinon, où on est passé à un rythme de 3 mm par an, alors qu'on était plutôt sur un rythme de 10 à 20 cm sur un siècle. Donc de 10 à 20, on est passé à 30 cm, sur un rythme de 30 cm sur le siècle, pour la période la plus récente, mais ça peut être encore, sur des échelles de temps aussi courtes, lié à de la variabilité. Alors, et on constate aussi une diminution de la couverture de neige. Ici, c'est la couverture de neige au printemps pour l'hémisphère nord. Pour donner un ordre d'idée, puisque ce n'est pas forcément très parlant, c'est la disparition de la couverture de neige d'une surface enneigée équivalente à la superficie de la France tous les 10 ans depuis une cinquantaine d'années. Alors maintenant, quelles sont finalement ces observations? On les avait pratiquement déjà, enfin pas dans le précédent rapport, pas aussi précisément malgré tout, en particulier sur le niveau des océans ou sur la couverture de neige. Mais il y avait aussi à l'issue du précédent rapport beaucoup de discussions, une polémique autour de l'évolution de la température atmosphérique comparée à l'évolution de la température en surface. Donc il y avait des chercheurs qui avaient publié des résultats qui montraient que l'analyse des températures à partir de données de satellites micro-ondes, c'est ce qui est représenté ici, qui était dans le rapport précédent, était en relative contradiction avec les observations de températures de surface sur les dernières décennies. Alors on a l'évolution des températures de surface, elle est ici en gris clair, et les deux reconstitutions à partir de données micro-ondes sont ici, ce sont les deux autres courbes. Et donc sur la période la plus récente, là où on a peu d'évolution, dans un cas, on a le réchauffement dont on parlait tout à l'heure, avec la température de surface. Or, ce désaccord a été levé maintenant dans le rapport le plus récent. En particulier, je présente là une publication qui était sortie dans Nature en 2005, et qui montre la comparaison entre des estimations à partir de données satellitaires qui sont en rouge et noir, en rouge et bleu, pardon, aux observations qui sont en noir. Et vous avez à la fois les estimations de tendance en degrés par décennie dans le cas du globe, de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud et des tropiques. Et donc là où on voyait un écart effectivement avec les premières reconstitutions de Christie et collaborateurs qui datent de 2001 et les observations de surface, donc entre le bleu et le noir ici, à l'échelle globale mais aussi à l'échelle hémisphérique, eh bien ce désaccord disparaît avec de nouvelles estimations. Alors qu'est-ce qui a changé? Il y a eu des corrections d'un certain nombre d'erreurs qui étaient, des erreurs qui sont inhérentes évidemment à toute reconstruction, dont une qui était la prise en compte du fait que les satellites perdent de l'altitude à cause du frottement sur les hautes couches atmosphériques. Même à 600 km d'altitude, il y a quand même une perte d'altitude des satellites qui est à peu près de 1 km par an et qui suffit à expliquer une erreur dans l'estimation du chemin optique
et donc de l'épaisseur atmosphérique rencontrée le long des rayons. Et donc, la correction atmosphérique des mesures était faussée par la mauvaise estimation de ce chemin optique. Et puis, il y a eu une autre erreur aussi, qui était une mauvaise prise en compte du refroidissement stratosphérique, parce que dans les mesures satellitaires, évidemment, on n'a pas une mesure et une altitude précise, même si là, ce sont des températures qui sont supposées être représentatives de la basse atmosphère. Il y a quand même une contribution de la haute atmosphère dans la mesure radiative faite par le satellite, et cette correction de la contribution de la couche stratosphérique était mal prise en compte. Voilà, donc maintenant, les nouvelles estimations plus précises sont mieux en accord avec les observations de surface, et ça, c'était un des résultats qui a été mis en avant dans le dernier rapport. Alors, la phrase clé sur les observations qui est issue du rapport, c'est que le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est évident maintenant dans les observations de l'accroissement des températures moyennes mondiales, de l'atmosphère et de l'océan, fonte généralisée de la neige, de la glace, élévation du niveau moyen de la mer. Et puis une remise en perspective également de ces observations par rapport à ce que l'on sait de l'évolution, en particulier aux dernières interglaciaires, il y a 125 000 ans. Bien, on sait que c'était une période qui était légèrement plus chaude que la période actuelle, de l'ordre de 3 degrés. Et on sait aussi qu'à ce moment-là, le niveau des océans était plus élevé de 4 à 6 mètres, ce qu'on ne sait expliquer que par une fonte d'une grande partie du Groenland, mais probablement aussi une fonte d'une partie de l'Antarctique. Alors là, pour ce qui est de l'attribution maintenant des différentes causes à ces changements climatiques observés, bien, on sait déjà depuis longtemps, ça date de 1920, même si à cette époque-là, reconnu par la communauté scientifique, ça a été après confirmé, notamment par l'école de Louvain-la-Neuve. Donc, on sait que les causes de variabilité du climat naturel, ce sont avant tout les variations de l'orbite terrestre. D'abord, l'excentricité de l'orbite, qui est plus ou moins importante. L'orbite est plus ou moins circulaire, ce qui explique des cycles de variation de la quantité d'énergie reçue par le système terrestre à une période de quasi 100 000 ans et avec une période secondaire de 400 000 ans. Et la variation de l'inclinaison de l'axe de rotation qui explique des variations également, pas cette fois de la quantité d'énergie reçue par le système terrestre, mais de sa répartition en fonction de la latitude, avec une période qui est de l'ordre de 40 000 ans, et ce qu'on appelle la précession des équinoxes, donc le fait que les saisons, les périodes d'équinoxes changent de date, en fait, avec une période qui est de l'ordre de 19 000, 22 000, 24 000 ans, et qui s'explique par des mouvements de l'axe de rotation terrestre suivant un cône, et même un mouvement un petit peu plus compliqué, puisque l'axe terrestre décrit non seulement un cône, mais également une petite cycloïde autour de ce cercle-là qui définit le sommet du cône. Donc c'est un mouvement complexe, mais qui là non plus ne se traduit pas par une variation de la quantité d'énergie reçue par le système terrestre, mais par sa répartition en fonction de la latitude et de la saison, et qui, par les effets de rétroaction dans le système climatique, notamment liés à la glace, se traduit par des changements de température, se traduit par des changements climatiques. Quand on fait la somme de toutes ces contributions, on arrive à recalculer d'abord un forçage solaire en été à 65 degrés nord qui sert de référence à certains modèles de calcul simplifiés, qui est représenté ici par la courbe jaune. Et lorsqu'on entre ça dans un modèle simplifié du système climatique, on peut reconstituer, qui prend en compte quand même les rétroactions, on peut reconstituer une courbe d'évolution de la température qui est un assez bon accord avec les enregistrements que je montrais tout à l'heure. Qualitativement, évidemment, puisque ce n'est pas la température là simplement de l'Antarctique. Mais on arrive donc à reproduire les cycles à 100 000 ans de période glaciaire-interglaciaire avec une relativement bonne amplitude. Donc on sait expliquer ces variations à ces échelles de temps-là. Et puis on sait aussi que le Soleil, l'étoile Soleil, a une certaine variabilité.
en dehors des variabilités liées à l'orbite, qui est à une autre échelle de temps. Ça peut être donc le fameux cycle de 11 ans, mais aussi à des échelles qui sont multidécennales. Donc, comme le montrent par exemple différentes reconstructions qui ont été faites ici en bleu et qui sont comparées avec l'évolution de la température également reconstruite ici, température moyenne de l'hémisphère nord telle qu'elle avait été publiée dans le GIEC en 1992 et température reconstituée par Bradley et Jones qui est en noir ici. Et on voit qu'il y a un accord très qualitatif, on va dire quand même, entre cette reconstitution de la variabilité solaire à ces échelles de temps-là et l'évolution de la température, au moins pour donner une indication que, bien évidemment, la variabilité solaire a certainement eu un impact, parce que là, ce n'est qu'une figure illustrative, ce n'est pas ce qui a été publié dans le précédent rapport. C'est évidemment la variabilité solaire, donc un certain impact sur l'évolution également de la température, mais j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Et puis, une question qui est souvent, alors là j'en viens plus à des questions qui sont souvent évoquées par des sceptiques de l'attribution du changement climatique aux activités humaines, c'est le rôle qui a été mis, potentiel, qui a été mis en avant pour le rayonnement cosmique. Donc l'hypothèse qui est avancée par certains groupes de recherche, notamment danois, c'est de dire que les rayonnements cosmiques peuvent être une source de noyaux de condensation et donc pourraient avoir un impact de d'ionisation de l'atmosphère, donc en fait en premier lieu, donc de noyaux de condensation, et qui pourrait avoir donc un impact sur la couverture nuageuse. Et en fait, tout est parti de relations empiriques, plus ou moins contestées d'ailleurs statistiquement, entre nébulosité et rayonnement cosmique mesuré. Alors pourquoi est-ce que je montre ces courbes-là? Parce que là, il s'agit directement d'observations qui ont été faites sur les sites Climax du Colorado et sur d'autres sites. Et donc d'intensité de rayonnement neutronique, donc qui est une mesure de l'intensité de rayonnement cosmique, qui est en rapport aussi avec le nombre de taches solaires, donc l'activité magnétique du Soleil. Donc il y a bien une relation assez directe entre l'activité solaire et l'intensité du rayonnement cosmique que l'on mesure. Mais je vous montre surtout ces courbes pour vous montrer qu'en tendance sur les 50 dernières années, on voit qu'il n'y a pas d'évolution très marquée de l'intensité de ce rayonnement cosmique. Donc même si on admet une relation qui est évidemment très contestée, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas non plus d'ailleurs mon domaine, mais on pourra éventuellement y revenir. Donc même si on admettait une relation entre rayonnement cosmique et nébulosité, on ne pourrait pas expliquer l'augmentation de la température avec une stabilité telle qu'on la voit de l'intensité du rayonnement cosmique sur les 50 dernières années, même en prenant en compte un effet retard qui est connu dans le système et qui est plutôt de l'ordre d'une trentaine d'années lié à l'inertie océanique. Alors, une autre cause qui est, elle, bien reconnue d'impact naturel sur le climat, c'est l'impact du volcanisme. Alors, à titre d'exemple, là, je montre l'impact de deux éruptions, celle d'El Chichón en 82 et celle de Pinatubo en 91, à la fois sur la température de surface et de la basse atmosphère et sur la température de la basse stratosphère, vers 20 km d'altitude. Donc on voit que l'effet de l'injection des gaz soufrés dans l'atmosphère, c'est du fait de la formation de particules d'aérosols, en fait des gouttelettes d'acide sulfurique pour l'essentiel, c'est de refroidir la surface par absorption du rayonnement solaire, mais de réchauffer à l'endroit de cette absorption, comme on le voit ici, avec l'augmentation des températures qui sont produites vers 20 km d'altitude, le lieu où se situent ces aérosols. Alors, bien entendu, ces aérosols ont une durée de vie qui est relativement longue parce qu'ils ne sont pas lessivés par les précipitations à cette altitude-là, et donc l'effet se fait sentir jusqu'à 1 à 2 ans après l'éruption. Il a été évalué. On considère qu'après une éruption importante de ce type-là, comme celle de Lagune aussi, donc ça a produit un refroidissement qui est de l'ordre de 0,2 à 0,4 degrés pendant 1 à 2 ans. Donc cet impact du volcanisme est
est relativement bien connu. Il y a eu des simulations aussi pour essayer de reproduire ces observations qui sont relativement réalistes. Donc on ne peut pas utiliser non plus disons, cette source-là comme explication de la variabilité en tendance que l'on voyait tout à l'heure. Mais par contre, on pourrait penser qu'une intensification de la fréquence des volcans, au contraire une réduction, pourrait avoir un impact sur la température d'une période donnée. Et ça, cette source-là de variabilité n'est évidemment pas exclue dans l'étude de la variabilité climatique. Et bien entendu, autre source de variabilité qui est naturelle, mais qui est aussi anthropique, c'est le rôle des gaz dont je parlais tout à l'heure, des gaz à effet de serre. En premier lieu, en fait, la vapeur d'eau, même si j'ai mis l'accent tout à l'heure sur le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, suivant le phénomène connu, moi je ne vais pas insister, c'est le fait que l'atmosphère soit relativement transparente au rayonnement solaire, puisqu'il y a 50% de l'énergie qui arrive au sommet de l'atmosphère qui atteint la surface. Par contre, elle est relativement opaque au rayonnement infrarouge du fait de la présence de ces gaz. Et ces gaz absorbent le rayonnement infrarouge qui est émis par la surface et le réémettent, bien entendu, dans les conditions d'équilibre, le réémettent, mais dans toutes les directions, ce qui produit un réchauffement supplémentaire de la surface, puisqu'il y a plus d'énergie qui atteint la surface qu'il n'y en aurait si ces gaz n'étaient pas présents. Alors vous savez qu'on estime à 33 degrés l'écart entre une atmosphère prenant en compte ou non l'effet de ces gaz, donc une température qui passerait de 15 degrés à moins 18 degrés, ou moins 19 si on fait une évaluation avec les dernières estimations des bilans d'énergie terrestre. En fait, c'est un calcul tout à fait théorique. C'est toute chose égale par ailleurs. On sait bien qu'avec les rétroactions du système climatique, la Terre, en fait, se couvrirait probablement de glace, donc la température serait probablement beaucoup plus basse que cela. Mais donc, c'est juste un peu pour fixer les idées. Et vous savez que, bien entendu, le problème du changement climatique anthropique, provient de l'augmentation de la concentration de certains des gaz, donc pas le premier d'entre eux, pas la vapeur d'eau, mais le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote. Enfin, la vapeur d'eau augmente aussi, mais pas par effet d'émission directe. Donc ces gaz-là, que je viens de citer, ont des concentrations qui augmentent du fait des activités humaines, du fait des émissions directes liées à l'activité industrielle, liée au transport. Donc là, vous avez l'exemple du gaz carbonique sur 10 000 ans, sur 200 ans. Ce sont des résultats d'analyse de carottage de glaciers et des observations directes de l'atmosphère depuis la fin des années 50. La même chose pour le méthane. Alors, je n'ai pas attiré l'attention, mais il y a une échelle à droite. Là, ici, on a une échelle de concentration, partie par million pour le CO2. Et là, une échelle d'impact radiatif d'évolution de ces concentrations depuis le début de la période industrielle, on va dire, depuis le début de l'augmentation rapide. Et on voit que pour le CO2, on arrive à 1,5 watts par mètre carré en fin de période. Dans le cas du méthane, on est à seulement un tiers de cette valeur, à 0,5. Bien que ce soit un gaz qui soit beaucoup plus efficace du point de vue de l'effet de serre, mais par contre, il a une concentration beaucoup plus faible. Ici, on n'a pas des parties par million, mais des parties par milliard. Et puis, donc, le protoxyde d'azote qui contribue faiblement aussi à ce forçage radiatif d'origine anthropique. Alors, il faut que j'accélère un petit peu pour arriver à ce tableau, qui est une synthèse des derniers travaux du GIEC concernant la comparaison des différentes sources anthropiques de variation du bilan radiatif au sommet de l'atmosphère, où on retrouve le dioxyde de carbone, on retrouve le méthane, le protoxyde d'azote, aussi les halocarbones, le CFC en particulier. Et donc, par ailleurs, on voit ici la contribution de l'ozone troposphérique, qui est en rouge, et de la diminution de l'ozone stratosphérique est en bleu, qui est relativement négligeable en termes de forçage radiatif. Donc l'échelle du forçage radiatif est ici, elle va de moins de 2 watts à plus de watts. Mais si on veut étudier les changements climatiques, il faut bien évidemment aussi tenir compte d'autres effets qui vont en sens inverse de l'effet des gaz à effet de serre, qui sont aussi d'origine anthropique, à savoir l'augmentation des concentrations de particules dans l'atmosphère. Alors je sais qu'il ne faut pas dire
aérosol, puisque l'aérosol, c'est la particule contenant d'air contenant le constituant chimique. Mais donc, par simplification, on parle d'aérosol donc en suspension dans l'atmosphère. Donc, en particulier, on a les effets des sulfates ou l'effet des suies. Et donc, les effets peuvent être à la fois directs, mais je n'ai pas le temps d'insister, ou indirects sur le bilan radiatif, faisant intervenir la nébulosité. Et on voit que sur ces deux effets, directs ou indirects, on a une grande plage d'incertitude qui est représentée par cette courbe d'erreur ici. Mais il faut bien dire aussi que cette courbe, cet intervalle d'erreur, s'est fortement réduit justement dans le troisième rapport par rapport au quatrième rapport par rapport au troisième. Et également, parce que c'est souvent cité comme une cause possible, on a les changements aussi d'occupation des sols, modification d'albédo, en particulier à la déforestation, qui interviennent ici, en bleu. En rouge ici, c'est en fait l'absorption du carbone par l'absorption du rayonnement solaire par les suies, qui a un effet plutôt positif en termes de bilan radiatif, au contraire des effets des sulfates et de la plupart des autres aérosols. Et on voit également, quasiment négligeable, les chiffres sont indiqués dans la colonne de droite, l'effet des traînées de condensation liées aux avions, la modification de la couverture des cirrus, et les effets de variation de l'émission de rayonnement par le Soleil dont je parlais tout à l'heure, qui a été réduite d'un facteur 2 par rapport à l'estimation du précédent rapport. Donc au total, les effets, alors donc ça c'est plutôt un forçage naturel, et les effets anthropiques, par contre, qui fait la somme de tout ce qui précède, bien ça représente 1,6 watts par mètre carré avec une fourchette d'incertitude qui est évaluée à entre 0,6 et 2,4 watts par mètre carré. Alors maintenant, connaissant mieux ces causes de variabilité du climat, d'origine naturelle ou d'origine anthropique, la seule façon de faire la part des choses, d'essayer d'attribuer quelle est la part des changements qui sont dans les observations qui sont liées aux activités humaines et qui sont liées au forçage naturel, on est obligé de faire appel à la modélisation. Alors, je vais passer sur ce schéma très simplificateur qui est une image du processus de modélisation, qui veut insister sur le fait qu'un modèle, ce n'est pas simplement de la théorie, une synthèse théorique à un moment donné de ce que l'on sait, mais c'est aussi un système qui se nourrit des observations. Donc c'est complètement cyclique. On construit le modèle, donc on le fait tourner sur des calculateurs, et il fournit une image de l'évolution du climat qu'on compare aux observations. De là viennent les modifications des modèles. Il y a beaucoup de modélisateurs dans la salle. Ils savent bien que le modèle, ce n'est pas une simple construction théorique du système, c'est une construction, même les modèles climatiques, qui se nourrit de la comparaison aux observations. Et donc les modèles climatiques eux-mêmes, ils ont suivi les progrès de la modélisation de l'atmosphère, des océans, de la végétation. Donc là, vous avez un historique qui était dans le précédent rapport qui montre qu'on a inclus de plus en plus de composantes et on en est au point où on introduit des processus qui sont liés à la chimie atmosphérique, au cycle du carbone, pas dans tous les groupes encore, la dynamique de la végétation, là aussi c'est quelques groupes seulement. Mais en tout cas, la plupart prennent au moins en compte les effets des aérosols sulfatés, l'océan, la banquise, la surface terrestre et l'atmosphère. Mais David y reviendra tout à l'heure. Et donc, à partir de ces modèles, on est capable maintenant de faire des simulations du XXe siècle dans lesquelles il est possible de faire varier les sources d'origine de variabilité du climat. Et donc, par exemple, ces courbes-là vous montrent une synthèse qui a été publiée dans le rapport, de simulations qui ont été faites en prenant en compte uniquement les forçages naturels, c'est-à-dire variabilité solaire, volcanisme. C'est la courbe qui est ici en bleu, comparée à l'observation qui est en noir. En bleu clair, ce sont simplement des séries de simulations. Et vous avez ici la même chose, mais en prenant en compte les forçages anthropiques. Et donc, vous voyez qu'on n'arrive pas à reproduire l'évolution de la température observée sans prendre en compte les forçages anthropiques. Pas tout ce que j'ai cité tout à l'heure, mais en tout cas les premiers d'entre eux, le forçage lié aux gaz à effet de serre et le forçage lié aux aérosols sulfatés principalement. Donc, je n'ai pas trop le temps d'insister, mais on pourrait y revenir éventuellement plus tard. C'est sur la base de ce type de comparaison, mais des comparaisons qui sont un petit peu plus fines aussi,
que le GIEC a conclu que l'essentiel de l'accroissement observé de la température moyenne globale depuis le milieu du XXe siècle est maintenant très probablement, ça veut dire plus de 90% de chances, dû à l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre. Et parmi les arguments qui ont fait qu'on soit passé du probable au très probable entre le précédent rapport et le rapport le plus récent, c'est qu'on est capable de faire cette attribution maintenant à des échelles qu'on dira sous-continentales, pas vraiment régionales, pas à l'échelle d'un pays, quoique, mais c'est une autre question. On y reviendra peut-être aussi après. Mais en tout cas, aux échelles continentales, sous-continentales, on arrive à faire cette attribution. Et aussi dans d'autres milieux que l'atmosphère, on commence à le faire aussi pour l'océan, la partie superficielle de l'océan, les premières centaines de mètres d'océan. Et on le voit également sur la structure des vents, enfin de la circulation atmosphérique, en particulier ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique ou l'oscillation arctique. Voilà, et je passe la parole à David. Donc, partant du constat effectué par Serge, qui a repris le rapport du GIEC sur les observations, et partant également aussi de la validation des modèles en quelque sorte sur le XXe siècle, donc, comme il l'a montré précédemment. Donc on va voir un petit peu ce que projettent les modèles au cours du XXIe siècle. Alors, l'ensemble de ces conclusions sont également reprises du rapport du GIEC. Alors, il y a une première difficulté pour essayer de modéliser l'évolution possible du climat au cours du XXIe siècle. C'est de savoir quelle va être l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un problème finalement qui échappe en partie au domaine des climatologues. Donc, c'est-à-dire que pour savoir, par exemple, quelle quantité de gaz carbonique on va avoir dans l'atmosphère, il faudrait connaître les modes de consommation du futur en termes d'hydrocarbures notamment. La démographie aussi, il faudrait connaître ce genre de choses de façon à pouvoir estimer quelles seront les émissions de ces gaz à effet de serre. Et ensuite aussi, à partir d'autres modèles, voir à partir de ces émissions quelle concentration on peut avoir dans les modèles. Donc, sachant qu'actuellement, la plupart des modèles de type GIEC fonctionnent à partir de concentrations de gaz à effet de serre directement. Donc, certains ont quand même une prise en compte du cycle du carbone. Mais donc, pour l'instant, on en est beaucoup à utiliser ces scénarios. Donc, vous voyez en fait plusieurs sortes de scénarios. Alors, on a le type 1, donc c'est ce que vous voyez A1FI, A1B, A1T, B1. Donc 1 désigne une mondialisation importante qui se produit. Et notamment, on estime que dans le cadre de ces scénarios de type 1, la population devrait atteindre un certain plafond donc à des époques qui peuvent varier, mais bon, souvent c'est plutôt au milieu du XXIe siècle. Et cette population devrait ensuite décroître. Donc c'est ce qu'on voit sur la colonne de gauche au niveau de la population. Donc je vais juste détailler cette partie-là de la population pour l'instant. Et le type 2, en fait, donc c'est un cadre qui est beaucoup moins mondialisé, mais qui est au contraire beaucoup plus régional. Et donc on estime que dans ce type de cadre-là, la population devrait continuer à augmenter. Donc ce qui a évidemment des conséquences sur les gaz à effet de serre qu'on va émettre. Alors évidemment, il n'y a pas seulement la population qui va jouer, il y a aussi la forme d'économie qui pourra jouer. Donc globalement, pour tous ces scénarios, il y a un relatif optimisme, c'est-à-dire qu'on estime que l'économie devrait continuer à croître à des rythmes divers. Et ça, en fait, il y a une relation aussi entre cette croissance économique et la quantité d'énergie dont on aura besoin. Donc jusque-là, en tout cas, ça s'est vérifié. Sur le dernier siècle, on a pu constater que l'évolution de ce qu'on consommait en pétrole, c'était assez étroitement corrélé à la croissance économique. Alors pour l'environnement, là évidemment, il y a des options assez divergentes. Quelle que soit la nature du scénario, 1 ou 2, mondialisé ou bien régionalisé, on peut avoir des préoccupations environnementales donc relativement fortes ou relativement faibles. Ou alors en tout cas, comme l'indiquent les flèches, des préoccupations environnementales croissantes ou au contraire, on ne fait rien de particulier. Alors vous voyez les 3 scénarios en haut, A1FI, A1B, A1T. Donc ça décrit un petit peu le type de source d'énergie qu'on va utiliser. A1FI, on utilise toutes les énergies fossiles qu'on a sous la main et même on essaie d'en extraire
de nouvelles pour s'assurer une plus grande utilisation de ces hydrocarbures. Donc, flèche environnementale qui descend. A1B, c'est un scénario qui est un peu médian entre le A1FI de la première ligne et le A1T, où au contraire, on essaie de développer fortement les énergies renouvelables. Ensuite, globalement, on estime, pour passer à l'avant-dernière colonne rapidement, que la technologie, là, une fois encore, ce n'est pas les climatologues qui le disent, ce sont des spécialistes d'autres domaines, la technologie devrait s'améliorer petit à petit, donc avec un certain nombre de conséquences. C'est-à-dire si la technologie s'améliore, on peut estimer que, par exemple, ça peut aussi avoir un impact positif, notamment dans le scénario 1T, assez environnemental, où on pourrait, par cette technologie, cette amélioration de technologie, réussir à réduire un petit peu nos émissions. Donc, en conclusion, ça nous fait un certain univers des possibles. Ce type de scénario, ça a été établi vers l'année 2000. Et donc, on estime que cet ensemble de scénarios couvre correctement les possibles émissions du futur. Alors, voilà ce que ça peut donner, par exemple, pour le gaz carbonique. Donc, si vous vous souvenez de ces terminologies 1FI, donc où on brûle tous les hydrocarbures disponibles. Donc, vous voyez que c'est la courbe qui monte le plus haut, 900 parties par million de concentration de gaz carbonique pour 2100, ce qui est logique. 1B, donc la courbe en rouge un petit peu plus bas en très plein, donc il y a un scénario médian, et donc en trait pointillé long, donc 1T encore plus bas. Donc par exemple, là, vous voyez une concentration de gaz carbonique à horizon 2100 qui est évidemment inférieure aux deux autres scénarios. Donc tout ça est tout à fait logique. Alors les émissions de SO2, donc qui sont des précurseurs des sulfates, donc qui vont contribuer, comme Serge l'a indiqué, à refroidir légèrement le climat dans le futur. Vous voyez que toutes les courbes présentent un petit peu le même aspect globalement, donc c'est-à-dire que ces émissions tendent à se stabiliser, ou alors elles augmentent un petit peu au cours du XXIe siècle avant de diminuer particulièrement en deuxième partie du XXIe siècle. Donc par l'amélioration des technologies, on arrive à émettre un petit peu moins de SO2. Alors, il faut savoir que sur le XXe siècle, ces émissions ont fortement cru, particulièrement après-guerre, mais qu'en fait, à partir des années 80, elles auraient une certaine tendance à se tasser un petit peu. Vous vous souvenez du problème des pluies acides, donc qui était beaucoup lié en Europe à des émissions de SO2 provenant du bloc de l'Est. Et en fait, donc ça c'est, disons, il y a eu des politiques qui ont permis de réduire ces émissions. Et donc, on arrive quand même à réduire un petit peu ces émissions de SO2. Alors, vous voyez la courbe en noir que je n'ai pas décrite. Donc, c'est un scénario un petit peu ancien, donc qui n'était pas aussi optimiste. Un scénario datant de 1992, où, en fait, on n'avait pas encore tout à fait entrevu les possibilités de réduction de ces émissions par le biais de l'amélioration de la technologie. Alors, disons, dans la veine un petit peu info ou intox, brutalement, là, je vais passer à l'effet d'Iris. Donc, c'est une hypothèse dont vous avez peut-être entendu parler, une hypothèse sur le futur, donc qui indiquait que, en fait, particulièrement au niveau des tropiques, suite à un réchauffement du climat, la quantité de nuages d'altitude, donc particulièrement les cirrus, diminuerait. Donc, si le climat se réchauffe. Alors, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait contesté dans cette hypothèse de Lindzen. Donc, il y a des observations en cours qui finalement iraient plutôt dans ce sens. Ce qui est un petit peu plus contesté, finalement, c'est que, donc, selon Lindzen, en fait, il est tout à fait possible qu'une diminution de ces nuages hauts dans le cadre du réchauffement climatique permette d'évacuer finalement plus de rayonnement infrarouge, on est toujours dans le cadre de l'effet de serre, que l'on absorbe de rayonnement solaire. Alors ça, par contre, c'est encore assez controversé. Vraiment, on n'a rien actuellement qui prouve ce type d'assertion. Donc finalement, cette hypothèse ne semble pas être très valide. Donc cette hypothèse d'Iris, en quelque sorte, par analogie avec l'ouverture de l'iris quand on a moins de lumière qui arrive, de l'iris des yeux,
donc qui fait que finalement, réchauffement, moins de nuages, et donc on évacue plus de chaleur, une sorte de mécanisme de régulation. Les modèles ne voient pas ça actuellement. Alors une possibilité finalement de balayer les incertitudes liées au modèle dans les projections que je vais montrer tout à l'heure, ça peut être une solution, ça peut être de faire énormément de simulations. Parce qu'on dira toujours que finalement, en ne faisant qu'une seule simulation du climat futur, évidemment plus encore avec un seul scénario, on ne balayera pas l'ensemble des possibles. Alors là, en fait, ce sont des expériences où académiquement on double la quantité de gaz carbonique, donc déjà pour éliminer la multiplicité des scénarios, et essayer d'évaluer simplement l'effet du choix des modèles, ou le choix de certains paramètres dans les modèles, parce qu'évidemment, même un modèle en particulier, on peut considérer que certains paramètres physiques ne sont pas forcément très connus, et qu'ils peuvent évoluer dans une certaine plage. Donc l'idée ici, c'est l'idée de climateprediction.net, que vous connaissez peut-être. En fait, c'est une expérience donc des Anglais qui a tenté de mettre à contribution la bonne volonté des particuliers et donc de proposer des simulations à réaliser sur leur PC pendant les temps de veille du PC. Donc, ce qui a permis de se doter d'un ensemble de simulations absolument énorme. Donc là, on a 27 000 simulations climatiques qui ont été réalisées. Alors la première phase, je ne vais peut-être pas trop détailler quand même, mais c'est une phase de calibration, donc où on teste un modèle d'atmosphère relativement complexe, en fait, couplé avec un modèle d'océan extrêmement simple. Donc on le teste, et donc on a un certain nombre de simulations, donc entre 13 et 14 degrés à peu près pour la plupart de ces simulations. Donc ça valide finalement cet ensemble de simulations. Seulement, elles sont contraintes encore par des observations, ces simulations-là. Et là, à partir d'ici, on relâche ces contraintes sur les observations. Et donc, on voit qu'il y a quand même encore un certain nombre de simulations, même la plus grande partie des simulations, qui continuent à être réalistes vis-à-vis du climat moyen, donc qui est d'à peu près 14 degrés de température moyenne actuellement. Certaines, par contre, sortent de l'épure, donc ce n'est plus correct. Donc, ces simulations-là sont éliminées. On ne conserve que les simulations qui, en quelque sorte, tiennent toutes seules, qui sont suffisamment stables. Et à partir d'ici, on double la concentration de gaz carbonique. Et donc, on regarde comment évoluent toutes ces simulations. Donc, on voit que pour un doublement de gaz carbonique, la réponse, c'est que ici, donc, quand on est en rouge, c'est un pourcentage important des simulations qui se trouvent dans cet état-là. Donc, un pourcentage important des simulations, ici, vont se trouver à 15 degrés de température. Donc, pas la majorité, mais un pourcentage important. Et donc, en fait, tout autour, là, ce sont des simulations qui donnent des climats un petit peu moins probables. Donc, c'est une approche, finalement, de l'incertitude et une possibilité de la quantifier avec les modèles. Bon, seulement, vous voyez que la fourchette est quand même encore assez large. Alors, là, on passe à des modèles un petit peu plus complexes. Bon, il y a aussi, dans ces conclusions, des modèles de complexité intermédiaire. Mais bon, donc là, à droite, vous avez l'évolution du climat, donc simulée dans le cadre de 3 scénarios. Donc B1, c'est un scénario optimiste. A1B, c'est un scénario médian pour les niveaux de concentration de gaz à effet de serre. Et A2, c'est un scénario plutôt pessimiste. Et donc là, vous avez le court terme ici, de 2020 à 2030, à 2029. Et vous avez le plus long terme, donc la fin du 21e siècle, de 2090 à 2099. Alors qu'est-ce qu'on constate? Parce que globalement, quel que soit le scénario, finalement, le climat modélisé est à peu près le même à relativement court terme. Donc ça ne veut pas dire forcément que quoi qu'on fasse, finalement, l'avenir est écrit et que peu importe, quels que soient les efforts qu'on fasse, le climat sera le même. En fait, si on regarde sur le plus long terme, on voit qu'il y a une différence entre les scénarios. La machine système climatique a une certaine inertie. Et il faut quand même la forcer pendant un certain temps avec une perturbation des concentrations de gaz à effet de serre pour avoir des réponses qui divergent. Donc là, vous voyez bien sûr dans le scénario plus pessimiste qu'on a une évolution de température nettement plus importante, particulièrement dans les hautes latitudes. Avec l'exception ici, au sud du Groenland, avec une évolution de température qui est moindre, donc ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets par un ralentissement du Gulf Stream, mais ce qui est plutôt en fait une réduction de la convection océanique dans ces régions-là
et une diminution de la circulation thermohaline. Alors à gauche, rapidement, ce sont des probabilités finalement, probabilités relatives, hein, vous voyez, c'est pas normalisé, sur l'évolution de la température moyenne du globe. Donc en 2030 pour les courbes oranges, donc vous voyez finalement que le pic est assez resserré autour d'un petit degré de réchauffement à cette horizon-là. Et les courbes rouges en fait montrent pour plusieurs types de modèles, y compris des modèles simplifiés, ces probabilités relatives pour le futur. Donc pour les différents scénarios, on voit très logiquement qu'on se réchauffe de plus en plus selon les scénarios, selon le niveau des concentrations de gaz à effet de serre. Donc là, c'est une des courbes importantes du dernier rapport donc, du GIEC, donc, qui montre l'évolution des températures pour l'ensemble des modèles au cours du 21e. Donc on aboutit finalement à la fourchette actuellement de 1,1 à 6,4 degrés de réchauffement. Bon, ça, je connaissais ici le scénario à AFI, donc qui est extrêmement pessimiste, donc qui augmente un petit peu la fourchette. Alors on pourrait dire que la fourchette finalement c'est peut-être un peu élargie par rapport au précédent rapport du GIEC. L'ancienne fourchette était de 1,4 à 5,8 degrés. Il faut bien voir qu'on a nettement plus de modèles lors de cet exercice. Donc finalement, la fourchette n'a pas tellement évolué malgré la forte augmentation du nombre de modèles. Et aussi, les modèles se sont complexifiés. Certains degrés de liberté ont été rajoutés dans les modèles sans que finalement la fourchette n'évolue énormément. Alors, pour relativiser un petit peu finalement donc, ce qui a été dit précédemment, il est intéressant de prendre deux modèles au hasard, donc qui sont des modèles qui sont à la fois convergents pour certaines de leurs composantes. Ils ont des composantes océaniques, ces modèles couplés français, donc de Météo France ici et du CNRS. Ils ont des composantes océaniques assez proches. Par contre, ils ont des composantes atmosphériques qui diffèrent pas mal donc entre les deux modèles. Alors, si on ne regarde pas de très près, on a l'impression quand même qu'il y a de fortes similitudes entre les modèles. Donc, d'une part, ici, scénario A2 pessimiste en haut et scénario B1, fin 21e, relativement optimiste en bas. Les similitudes entre les deux modèles sont notamment que les continents se réchauffent plus que les océans, bon, à l'exception de l'océan Arctique, donc il se réchauffe toujours beaucoup, quel que soit le scénario. Donc ça, c'est lié à la fonte de la glace de mer que je vais détailler un petit peu plus tard. Il y a des particularités aussi régionales. Donc le modèle du CNRM a tendance à refroidir un petit peu l'Atlantique ici au sud du Groenland, donc parce que en fait, c'est un modèle pour lequel la circulation thermohaline se réduit fortement et une circulation thermohaline qui était importante au cours du XXe siècle, donc simulée, et donc qui se réduit beaucoup, donc avec un effet de refroidissement assez net, mais un effet de refroidissement, notez-le, qui n'atteint pas l'Europe, hein, donc qui se cantonne à l'Atlantique. Donc finalement, ce n'est pas la glaciation dans ces simulations. L'effet de réchauffement l'emporte nettement. On a aussi des différences régionales assez nettes. Si on regarde un peu plus près, par exemple, le nord de l'Amérique, pour le modèle de l'IPSL, se réchauffe considérablement. C'est nettement moins le cas dans le modèle du CNRM. Même on a ici en Alaska un réchauffement qui est finalement relativement faible. Donc, disons, ce qui n'est pas de bon ton de faire pour ce type d'études climatiques, c'est de considérer un seul modèle et pire, un seul scénario et de dire, voilà, en 2100, on aura tel climat. Il est important finalement de relativiser les résultats de ces modèles en prenant plusieurs, donc en ayant une approche multimodèle. Donc il y a des conclusions robustes, mais il y a des choses finalement qui ne persistent pas selon les modèles. Autre constatation, rapidement, les continents se réchauffent plus que les océans. Alors ça, c'est lié à la moindre inertie des continents par rapport aux océans, mais aussi au fait que les océans peuvent se permettre d'avoir une évaporation, quel que soit le climat, une évaporation importante, donc il va leur permettre de se refroidir à la surface, alors que certaines surfaces continentales, une fois qu'elles sont très sèches, que les sols sont très secs, notamment en été, eh bien, ne peuvent plus évaporer et donc n'ont plus la possibilité de se refroidir de cette façon-là. Est-ce que dans les deux cas, c'est des modèles avec toutes les composantes qui ont été listées tout à l'heure, je ne sais plus si c'était par
le cycle du carbone, la réponse de la végétation, etc. Non. Ou est-ce qu'il y a des boîtes qui manquent dans l'un par rapport à l'autre? En fait, les deux modèles sont de construction relativement comparables dans leur nombre de composantes. Donc, c'est-à-dire ce sont des modèles océan, glace, atmosphère, végétation. Mais actuellement, il n'y a pas de cycle du carbone dans ces versions de modèles-là. Oui, de degré de liberté de composantes, oui, ils sont équivalents, ces modèles-là. Donc la différence ne vient pas du fait qu'il y en a un qui prend en compte Non. un autre compartiment du système, c'est ça? Non, pas dans ce cas. Donc là, les précipitations, donc c'est un peu le même discours que pour les températures. Donc vous voyez que pour le scénario A2, on a un signal de différence de précipitation, d'évolution de ces précipitations qui est plus important dans ces scénarios que au cours du scénario B1, donc où les écarts au climat actuel sont plus limités. On a également des structures robustes, donc c'est-à-dire une augmentation des précipitations, particulièrement dans la bande équatoriale, mais une tendance à la réduction des précipitations aux latitudes tropicales donc un peu plus élevées. Et aussi, on a une diminution des précipitations assez nette observée, notamment en Europe, plus spécialement dans le sud de l'Europe. Donc ça, ce sont des choses robustes. Donc par contre, il y a la localisation finalement de ces anomalies de précipitations projetées sur le futur diffèrent d'un modèle à l'autre. Donc ici, entre le CNRM et l'IPSL sur l'Amazonie, par exemple, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes structures. Donc là encore, il faut être prudent sur l'interprétation de ces résultats, plus particulièrement encore sur les précipitations. Alors, la banquise simulée en Arctique par les différents modèles du GIEC, bon, cette modélisation s'est bien améliorée depuis le précédent rapport. Donc là, vous avez ici les observations sur la période 1980-1999. Et là, vous avez différents modèles du GIEC. Donc, vous voyez qu'on a encore une dispersion, bien sûr, sur la surface de banquise modélisée pour septembre, en moyenne sur les 20 dernières années du XXe siècle, mais que malgré tout, on n'a plus de modèle qui simule une absence totale de banquise à la fin du XXe siècle, ce qui était le cas lors du précédent rapport. Donc, certains modèles simulent nettement trop de banquise, donc comme celui-là, et on verra que finalement ces biais en actuel ont un impact sur le futur. Certainement, enfin, on ne peut pas le dire évidemment si au XXIe siècle, à la fin de ce siècle, on aura cette quantité de banquise, mais probablement on a là quelque chose qui n'est pas tout à fait réaliste. Alors vous voyez donc encore une dispersion, donc certains modèles montrent que la banquise pourrait disparaître complètement à la fin du XXIe siècle, d'autres maintiennent une quantité de banquise significative, et donc d'autres simplement un petit peu de banquise au milieu de l'Arctique, etc. Alors à ce sujet, bon, vous avez peut-être suivi l'actualité climatique récente et vu qu'on est en train de battre un nouveau record de faible englacement actuellement, là, ces jours-ci, en Arctique. En fait, la réalité va plus vite que ce que simulent les modèles pour l'instant. Aucun modèle ne simule pour les années 2000 une étendue de banquise aussi faible que 4,2 millions de kilomètres carrés, comme c'est le cas ces jours-ci. Donc ça, c'est lié à certains processus amplificateurs de la disparition de banquise qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas actuellement être pris dans les modèles en compte tenu notamment de leur résolution. Je vais passer là-dessus. Donc, quelques dernières considérations, cette fois-ci sur les extrêmes, parce que ce sont des questions évidemment qui intéressent notamment la société. Connaître l'évolution du climat moyen est une chose, mais savoir s'il y aura plus de tempêtes et plus d'inondations est aussi quelque chose qui est très intéressant, forcément. Donc actuellement, sur par exemple les canicules, les canicules et les pluies intenses, ce sont des choses sur lesquelles, pour le XXIe siècle, on a un degré de confiance relativement important. Donc très probable ici signifie plus de 90% de probabilité. Donc des canicules plus fréquentes, et notamment, et aussi donc l'extension des régions affectées par la sécheresse est également probable dans le cadre du XXIe siècle. Alors quelque chose qui est aussi probable, c'est l'accroissement d'activité des cyclones intenses. Donc même si là, on peut préciser qu'il n'y aura pas forcément, probablement, plus de cyclones
au cours du XXIe siècle, mais que les cyclones les plus intenses pourraient l'être encore un peu plus au cours de ce XXIe siècle. Donc ça, ce sont des tendances qui sont décelables actuellement et qui, en fait, selon les modèles, pourraient être encore exacerbées au cours du XXIe siècle. Alors pour terminer, une chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a des constantes de temps extrêmement diverses au sein du système climatique. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que là, tout commence, dans le cas qui nous intéresse actuellement, par une évolution des émissions de gaz carbonique de par les activités de l'humanité telles qu'elles sont actuellement. Ces émissions, en fait, ne vont pas se traduire immédiatement en termes de changement de concentration dans l'atmosphère. Si on arrive à limiter les émissions dans 50 ans, par exemple, et à les faire diminuer au-delà, ça ne voudra pas dire que nos efforts seront dignement récompensés. Malheureusement, il faudra s'attendre à voir encore la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère augmenter. Alors ensuite, la température va prendre aussi plusieurs siècles à se stabiliser, donc ça va être assez long comme processus. Également, on a aussi des choses qui répondent encore plus lentement, comme l'océan. Donc là, l'élévation du niveau des océans, liée particulièrement à l'expansion thermique, donc ça va mettre extrêmement longtemps à se stabiliser, encore plus longtemps que la température. Et l'élévation du niveau des océans liée à la réponse des calottes glaciaires va prendre aussi plusieurs millénaires. Donc ce sont des processus finalement qui sont extrêmement lents et donc il faut mettre de nombreux millénaires probablement à se stabiliser. Et on peut dire aussi que très probablement, selon le niveau des concentrations de gaz à effet de serre qu'on atteindra au cours du XXIe siècle et au-delà, plus ce niveau sera élevé, plus l'inertie du système se perpétuera sur une longue période. Voilà, donc je termine là.